Bonjour, bienvenue à l'Open Layer. Pour cet épisode, j'ai reçu Guillaume Chevalier, qui est fondateur et expert en apprentissage automatique chez Nuraxio, sa compagnie qui est partie. Donc, c'était vraiment intéressant de parler avec Guillaume. On a parlé entre autres de son projet Nuraxo, qui est finalement un projet de framework en Python pour faire de l'auto-ML principalement, qui se veut finalement un peu reprendre le principe de scikit-learn, mais à l'amener, corriger quelques erreurs qui ont été reportées dedans. Donc, d'ailleurs, justement, on parle un peu de son article qui est écrit, là, qui va être dans la description. Puis, sinon, j'espère que vous allez aimer mes podcasts autant que moi. Puis, bonne écoute. Maintenant, on va commencer tranquillement. Guillaume, quand est-ce que tu as commencé, toi, mettons, à faire du... Parce que moi, je t'ai connu beaucoup avec le cours de... C'est le cours de Deep? Non, pas le cours de Deep qu'on est ensemble. Cours de NLP avec... NLP, c'est exactement ça que je cherchais. Luc. Ouais. Puis, tu as quand même, je pense, commencé jeune à faire du Deep Learning. Ouais, pas mal autodidacte. Ça date pas mal du cégep là, quand j'ai commencé le Deep. Là. Puis tu t'es intéressé pourquoi à ça? Je faisais partie d'un club d'algorithmique là, par François, là, prof au cégep. Là. Okay. Puis j'aimais vraiment ça. Résoudre des algorithmes comme ça en groupe, là, puis se rencontrer là, de façon, je pense que c'était hebdomadaire ou quelque chose du genre. Puis à un moment donné, il y a le cours de fin du DEC là, au cégep en sciences de la nature que c'est un projet au choix en mathématiques en équipe de 4. Okay. Puis là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a apporté l'idée des réseaux de neurones artificiels. Fait que moi, tu sais, dans ce temps-là, je tripais beaucoup sur les Fourier transforms, puis tous ces opérateurs mathématiques-là, puis ces façons-là de faire, de traiter des signaux, dans le fond, là, vraiment comme des time series, puis des trucs qui évoluent au travers du temps. Puis j'avais lu pas mal là-dessus, mais j'avais pas encore vu que ça existait, tous ces nouveaux trucs-là là, en effervescence là, de deep learning. Ça a commencé aussi. C'est quoi, en 2011, peut-être plus 2014, 2015, là, dans ce coin-là. Okay. Le hype commençait à venir anyway aussi, là, c'est normal d'être au courant. Là. Ouais. Fait que c'était vraiment embryonnaire, là, tu sais. 14, là, il y a eu, je pense, un paper là, de Hinton sur les Boltzmann auto-encodeurs stackés, là, que là, tu sais, il rendu ça je pense que c'est les auto-encodeurs qui ont sorti les GAN, là, me semble. Yann Goodfellow, me semble. C'est plus récent, les GAN, me semble. 2016? Peut-être. Ouais, ça me semble que c'est dans ces années-là. 15-16, c'est ça. Ouais. Fait que il y a ces trucs-là qui commençaient, tu sais, c'était embryonnaire, le deep. Puis là, mon collègue, il m'a mentionné ça. Moi, j'étais vraiment boqué là, sur les trucs de traitement de signaux. Là, fait que j'étais comme, tu sais, je m'en allais faire ce cours-là en maths plutôt qu'en physique ou d'autres choses pour ça, justement. Puis là, j'ai commencé à regarder ça, puis j'ai fait comme, wow, ok, là, ça, c'est des algos, là. C'est des bons algos, là. C'est des méchants algos. C'est coriace. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis on a fait le projet là-dessus. Fait que là, on a eu une présentation orale à la fin du cours là, à propos de ça et tout. C'est quoi vous avez fait, genre, mettons, réseau neuron deep learning classique, là, genre, un fully connected? À ce moment-là, j'ai pris un layer de Boltzmann Machine, Restricted Boltzmann Machine de scikit-learn, puis j'ai mis par-dessus une régression logistique, puis j'ai mis ça sur le MNIST. Okay. Puis j'ai plugué la webcam de mon ordi là, en Python là, pour que ça interagisse directement avec, avec ce code-là. Ouais, fait que dans la présentation, je montrais des chiffres, puis ça les prédisait là, en live. Là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'était un début. Là, puis j'avais commencé à étudier aussi les réseaux de neurones récurrents, puis tout dans ce moment-là. Là, puis là, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté là, de faire des projets sur le side là, par rapport à ça. Puis je faisais déjà des algos pour moi-même là, avant, là, justement pour le club d'algorithmique. Là. Puis des fois, juste pour apprendre, là, pour le fun. Là. Fait que... Moi, je pense que les projets, c'est pas mal tout le temps. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est une bonne approche pour apprendre. Là. Quand je commence à me mettre les mains dans le code, je trouve que c'est là que j'apprends pas mal plus que juste lire le texte souvent. Là. Ouais, c'est ça. Il faut appliquer. Il faut un peu des deux. Là, c'est ça. Fait que souvent, le monde font trop d'un ou trop de l'autre. Puis il y a vraiment juste la balance là, entre les deux là, à atteindre. Là. Puis je dirais... Dans le temps, je faisais ces projets-là au début pour me construire un portfolio, me construire un CV. Puis je dirais que j'ai bien fait ça. Puis c'était pour apprendre en premier lieu aussi, puis pour le fun. Puis en même temps, je stackais là, des trucs. Là. Fait que, pour apprendre, pour le fun, pour le portfolio, pour plein d'affaires. Fait que dans tout ce que je faisais, je voyais toujours une espèce d'utilité là, vers un but. Là. Fait que
Ça, j'ai fait ça de façon, je dirais, pas mal délibérée et démesurée. Fait que je me suis rendu là... T'as-tu mis en péril ton bac pour ça? Ah, non, ben, j'ai choisi le bac en génie logiciel parce que c'était ce que je faisais de mieux. Tu sais, je programmais. Ben, au cégep, j'ai été, oui, j'ai fait mon deck en sciences de la nature, mais j'ai fait une année de technique de l'informatique entre les deux. OK. Fait que c'est ça qui m'a amené. À t'orienter plus vers Ouais, c'est ça. Fait qu'à Pourquoi ce t'as pas moment-là. choisi directement l'informatique et le génie logiciel à la place? hum, Il y a quand même une nuance. ouais. Comment t'expliquerais la nuance entre les deux? Ben, la façon la plus simple de dire ça, comment je voyais ça dans le temps, du moins, c'est qu'en génie logiciel, c'est comme bac en informatique, mais avec une petite nuance additionnelle de management, puis de gestion, puis de Ouais. un peu affaires, là. Ouais, Fait que- le layer d'affaires, genre comment gérer le logiciel aussi, pis tout, là. Ouais, c'est ça, Ouais. pour aller à un certain niveau, là, plus loin là-dedans. Puis, je dirais, suite à avoir fait le bac, c'est bien. Il y a beaucoup de trucs, tu sais. À y repenser, j'aurais peut-être fait informatique plus maîtrise de recherche, ce qui aurait été 5 ans, plutôt que bac en génie logiciel de 4 ans, puis tu sais, faire une maîtrise par-dessus ça, là, ça devient un peu long, là, ou un doc ou quelque chose, tandis que tu sais, j'ai fini le bac, puis j'ai déjà publié plusieurs papers, là, j'en ai environ 5, là. OK. Certains dans des journaux, d'autres dans des conférences, puis tu sais, j'ai une couple de citations aussi, puis tu sais, j'ai fait des cours de maîtrise là, au bac, là, puis j'ai comme vécu un peu ma maîtrise quand même si T'as j'ai cherché pas un peu fait. l'expérience de ça. Direct. Ouais, c'est ça. Mais Mais la quoi que. maîtrise, c'est surtout l'aspect recherche, habituellement, là, tu sais, que tu vas chercher, là, finalement. Fait que tu sais, si tu l'as développé un peu dans tes projets de side, Ouais, c'est t'atteins ça. un peu l'objectif. C'était déjà de la là. recherche quasiment là, au cégep. C'est juste que j'essayais pas de battre le SOTA à ce moment-là. Là, tu sais, Ouais. j'expérimentais plus que d'autres choses. Puis des fois, j'ai des projets, c'était vraiment comme quelque chose de funky là, qui n'existait pas avant. Puis que je faisais. Tu sais, j'avais une idée, je me disais, hey, il me semble, c'est flyé, c'est spécial. Puis tu sais, j'y allais juste pour le trip là, d'essayer cette idée-là nouvelle. Là. T'as-tu essayé des Kaggle? Um, Ça m'est arrivé de... J'ai pas participé à des Kaggle, mais j'ai déjà utilisé du code de des compétitions Kaggle pour essayer de faire d'autres trucs avec ça après. Puis je dirais, c'est nuancé, là. Je dirais réutiliser du code de même. Là. Au début, ça semble quelque chose de bien. Puis après ça, on se rend compte que, OK, ouais, c'est pas clean, c'était fait juste pour avoir un bon score sur le leaderboard, puis c'est pas réutilisable du tout. Kaggle, c'est là, vraiment t'optimises une fonction autour de ton code que tu fais qui est juste d'avoir la meilleure prédiction puis le reste en garder. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, des fois, tu sais, dans certains contextes, c'est comme si l'algo overfit le cas d'utilisation. Tu sais, fait que tu essaies de prendre cet algo-là puis de l'appliquer à des données un peu similaires, mais différentes, dans un autre contexte un peu différent, puis ça donne pas nécessairement les résultats escomptés. Ben, ouais, quand même, j'ai fait quelques trucs, là. Ça donne des bons résultats, là, quand même, là, mais c'est pas straightforward, là. Tu sais, ça t'aiderait aussi plus facilement, quasiment en startant from scratch des fois. Ou, ben, je dirais le plus intéressant qui ressort des compétitions Kaggle, c'est de voir quels algorithmes se différencient par rapport à d'autres. Fait que c'est plus ce genre d'apprentissage-là qui est bon pour s'inspirer à faire quelque chose, plus que pour réellement utiliser ces trucs-là développés. Ouais, genre XGBoost, mettons, les modèles de Ouais, réactivité, ça, c'est ça qui performe à côté dans souvent la part ça des fait le job Kaggle, pas mal, ça. C'est pas long à entraîner, relativement pas long à entraîner, ça ramasse la job, puis t'arrives à chercher à peu près toute l'explication que tu vas aller chercher. Là. Non, c'est vrai, mais c'est aussi les datasets qui sont souvent intéressants quand même. Mais j'ai de la misère des fois. Ah, ouais. Tu sais, il y en a beaucoup des datasets intéressants, mais il y en a des fois, tu te dis, je me demande qui consacre autant de temps que ça pour atteindre cet objectif-là, tu sais. Ouais. Tu sais, de comme gagner ces compétitions-là, genre, faut que tu fasses ça temps plein, là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ceux qui en gagnent, j'ai remarqué, il y en a quelques-uns là, que j'ai été en contact avec eux. Puis du moment qu'ils ont comme quelque chose qui fonctionne, ben là, ils se remettent à participer à plein d'autres compétitions similaires. Puis à ce moment-là, c'est vraiment facile pour eux Ils autres. appliquent la même règle partout, puis ça fonctionne souvent bien, genre. Ouais, fait qu'eux autres, c'est leur façon souvent de se construire comme un peu leur portfolio. Puis tout, c'est qu'ils utilisent cette plateforme-là plutôt que une autre. Là, comme peut-être moi, j'utilise GitHub là, beaucoup, là, puis je fais des trucs vraiment libres des fois, là, pas nécessairement pour une compétition précise ou quelque chose. Du moins, ça a commencé de même. Puis, c'est ça, je dirais, là, ça paye beaucoup là, de construire un bagage. Là, puis,
je dirais, si je regarde pour engager du monde, ou tu sais, le monde autour de moi dit ça aussi, là, tu sais, regarder le portfolio de quelqu'un, plus que même son CV, ça parle vraiment beaucoup, là. Surtout pour un dev. Ouais, c'est ça, surtout pour Je un pense que dev, ça, tu sais, ça ouais. donne des exemples, ça donne de la confiance pour quelqu'un que, tu sais, il veut savoir qu'il fait affaire avec quelqu'un qui a déjà fait des trucs, là. Fait que ça... Ouais, mais tu sais, mettons, tu sais, des fois, j'ai de la misère à comprendre des gens qui sont en dev, qui ont pas de GitHub ou GitLab, genre, mettons, là. Je comprends pas pourquoi t'as En pas même ça. temps, ça démontre que t'aimes ça plus que genre juste pour le travail, tu sais, tu Ouais, fais ça comme ouais. naturellement, là. Et toi, Fait tu que- penses que, mettons, quelqu'un au bac devrait vraiment consacrer du temps pour faire ce genre d'activité-là en machine learning pour être capable de développer un portfolio, pour être capable de Ah pouvoir oui, développer. là. Ah oui, tout à fait, là. Puis même un truc que je trouve dommage, là, des cours en général, partout dans les universités, puis tout ça, c'est que il n'y a pas d'emphase sur la construction, justement, d'un background comme ça, ou d'un portfolio, ou de partager ça après avec du monde, ne serait-ce que pour aider, ou, tu sais, que ce soit utilisable après ça, tu sais, par la communauté. Je trouve ça très dommage que la majorité des travaux étudiants souvent s'en vont aux poubelles ou sont jetés. Puis j'essaie le plus possible, quoique c'était difficile aussi de faire ça, de marier là, mes travaux avec les études. Fait que des fois, tu sais, quand il y a des projets au choix ou des projets libres, ben là, tu sais, je me gâte. Tandis que quand il y a des projets qui sont vraiment comme que toute la classe fait la même chose, ben là, c'est vraiment dommage, là, parce que de un, ben, OK, tout le monde a fait ça, mais en plus de mettre ça public après, c'est, tu sais, faut vraiment demander au prof parce qu'après ça, lui, il va faire d'autres fois ce cours-là avec d'autres élèves, tu sais. Il Fait reprend que, le même TP puis tout est mis ah, ça sur GitHub. c'est ça. Quelqu'un est juste Fait qu'il comme, faut le demander là, dans ce temps-là. ben, il y a je sais pas à quel point, en tout cas, il y a quelqu'un que je connais que c'est ça qui est arrivé. Il a mis un TP OK. sur GitHub. Puis le prof l'a redonné, mais lui, il savait pas. Lui, il a juste mis, exactement comme tu dis, un portfolio. J'ai fait telle affaire. Une équipe qui l'ont forké. Puis ils ont remis exactement son code. Hostie. Tu sais, comme, Ouais. tu l'as pas, là. Puis, si je me trompe pas, non, en fait, je pense même qu'il était même dans le cours. C'est pendant qu'il était dans le cours, lui, sauf qu'il a fait l'erreur de mettre ça public. Trop tôt. Ah, c'est drôle. Ouais, puis il me semble qu'ils Aïe, l'ont aïe, copié. sacrément. Puis, il était accusé de plagiat à cause de ça. Ouais, comment avoir 0%? C'est ça, mais tu sais, il a réussi à démontrer avec le log que genre c'est lui qui l'avait fait pour Ouais, vrai, tu sais, mais... Mais pendant un moment, ouais, c'est ça. Je pense que c'est à peu près ça l'histoire, là. Peut-être que je me mélange, là. Puis, Ouais, il faut le demander au prof, puis faire ça par après, puis être sûr que tout est beau. Exact, puis que- c'est ça, là, tu sais. Ah, ouais. Mais je pense effectivement, c'était vrai que t'as pas quand même un point intéressant que. Je pense que quand t'es un dev, dépendant aussi c'est quoi tes aspirations peut-être, il y en a qui des fois ils veulent juste avoir un job quand même relax au gouvernement, whatever, là, qu'est-ce qui les intéresse, chacun a ses affaires. Mais si tu veux plus aller essayer d'explorer d'autres choses, je pense que c'est vraiment un must d'avoir un portfolio. Ouais, Puis ouais, GitHub, vraiment. GitLab, Je le peu regrette importe la pas, plateforme, là, je pense que c'est vraiment la même chose. Puis moi j'ai fait exactement la même approche aussi, j'ai commencé de même, j'ai tout plein d'affaires sur GitLab, des projets. GitHub, je veux dire que je mets, puis c'est ma vitrine, puis genre souvent quand je montre à quelqu'un que je veux faire, ben regarde, va voir mon GitHub, tu vas voir la meilleure chose, tu sais. Puis quand je fais des projets d'équipe, puis je veux mettre à quelqu'un, la première chose que je fais, c'est spot s'il y a un GitHub. Puis c'est quoi les projets qu'il a fait, puis Ouais, comment il code. j'ai des amis qui sont comme ça, là, puis qu'ils regardaient les projets GitHub du monde, puis après, Ouais. ils me demandaient « Ouais, qu'est-ce que tu penses de lui? As-tu des C'est bonnes ça. notes? Tu penses-tu qu'il travaille bien? T'as-tu Genre, déjà... avec quoi son code. Mais tu sais comment quelqu'un va coder, moi je pense, en tout cas, pour des projets d'équipe, surtout genre, si j'ai fait le cours de QA, là, tu fais le cours de qualité métrique pour expliquer aux gens qui est finalement, moi je vois ça comme le cours, un cours assez central en génie logiciel où est-ce qu'on t'apprend vraiment plus concevoir un logiciel dans un sens directeur, là, tu sais, genre, on s'en va dans un sens, tu sais pas trop ce qui va se passer dans le développement, puis comment faire ce développement-là, puis avoir des bonnes pratiques en vue actuellement du génie logiciel, là. Puis, tu sais, c'est une bonne affaire de savoir comment les gens codent avant, fait que j'avais tout stocké les gens avec qui voulaient se mettre en équipe avec moi, j'ai regardé, puis j'avais passé au crible, genre, toi, non, va-t'en, non. Finalement, j'avais été pas, on était 22 puis il fallait faire 2 équipes de 11, fait que ça laissait pas tant de choix, là. Ah ouais, ok. Mais parce que c'était la maîtrise. Ah, J'ai fait c'est la ça, maîtrise, ouais. fait qu'à la maîtrise, il y a vraiment moins de choix, là. Mhm. Mais, ok, puis si, mettons, fait que toi, mettons, ton idée, c'est de partir d'un projet, c'est quoi, comment tu passes ça, qu'est-ce que tu fais, ton idée, c'est n'importe où que tu pars ton idée, t'as-tu un... Ça dépend quand. Tu sais, plutôt, tu sais, quand j'ai commencé ça, là, il y a 5 ans, quasiment 6 ans, ouais. 6 ans, 5, en tout cas, dans ce coin-là, c'était vraiment comme, je trouvais quelque chose cool, ça m'intéressait, puis là, ok, je partais sur genre, let's go, là, je veux faire de quoi, puis je vais essayer de le faire à ma façon aussi, puis de pas juste comme prendre quelque chose qui existe, puis de le rouler, puis genre voir que ça marche, puis ok, là, tu sais, je voulais le comprendre, puis l'approfondir, puis
voir c'est quoi en dessous du capot, là, c'est quoi tout ce qui se passe. Puis ça, c'était vraiment au début, c'était mon approche. Maintenant, je cherche une utilité plus en lien avec des cas d'affaires ou démontrer certains trucs plus. Ouais, et j'ai ajouté un ingrédient d'utilité là-dedans plus qu'avant. Là. Avant, c'était un peu expérimental pour le fun. Puis, dans le fond, tu sais, pourquoi faire des trucs juste pour le fun quand ils peuvent être utiles en plus, tu sais. Fait que à ce moment-là, ben, c'est encore mieux. Fait que. T'as-tu pas mal, mettons, packagé des modèles que t'as fait, des choses comme ça? Packager. Python, mettons, pour un modèle Python, je sais pas, mettons, un modèle qui travaille sur des séries temporelles quelconques, tu le package, déjà entraîné, des points entraînés, tu pitches ça à quelqu'un qui pourrait juste appliquer ça sur un use case connu. Là. Ouais, j'ai des projets comme ça là, qui sont pas publics, là, entre autres. Là. Puis il y a mes projets publics aussi là, qui donnent des exemples, des tutoriels, puis tout ça là, pour comprendre comment ça fonctionne. Là. Fait que, ouais, j'ai plusieurs packages. Ouais. OK. Puis, mettons, c'est quoi ta pipeline quand tu veux packager un projet habituellement? T'as-tu une idée que t'as ou. Je dirais. Parce qu'il y a quand même des concerns différents là, aussi quand tu packages. Là. Ouais, des commandes différents. Des concerns. Ouais, c'est ça. Ben, je dirais. Mais du moins pour l'aspect utilité là, de la chose, ce qui motive ça derrière. J'ai commencé à lire le livre Lean Startup. OK. Puis, c'est qui a écrit ça, sais-tu? Je pense que c'est Real quelque chose. Là. Je me souviens plus le nom là, exactement. Là. Mais Lean Startup, comme tu dirais Lean comme L-E-A-N, genre? Ouais, okay. Exact. Là, c'est un livre pas mal connu. Puis, je pense que c'est Ryan quelque chose. Là. Mais en tout cas. Je le mettrai dans la description aussi. Cool. Puis, ils disent, trouve le client pour faire la vente avant de faire ton produit ou pendant. Okay. Fait que c'est connu dans l'univers des startups qu'il y a beaucoup de monde que ils font quelque chose, ils travaillent sur quelque chose sans cesse pendant un an ou etc. Ils peuvent mettre du temps là-dedans puis pour se rendre compte après finalement qu'il n'y a pas de marché ou qu'il n'y a pas de clients qui veulent l'acheter ou quelque chose du genre. Fait que c'est bon d'avoir les deux en même temps, le client puis le projet en développement parce que sinon, ben, il y a le risque de dépenser beaucoup pour rien à investir dans un produit que finalement, il n'y aura pas de cas d'utilisation. Puis, d'un autre côté, ben, trouver le client avant de le faire, c'est un peu comme trop beau pour être vrai. Il y a des trucs là-dedans qu'il faut être capable de démontrer là, pour que ça fonctionne. D'un, il faut avoir déjà fait des projets similaires dans le passé, idéalement. Comme ça, le client là, peut être certain là, que ça va fonctionner. Puis ensuite de ça, d'être capable aussi de démontrer que tu l'as fait dans le passé plutôt que de juste dire « Ah ben là, en fait, je peux même pas t'en parler parce que c'est confidentiel, là, whatever. » Là, de là, c'est important d'avoir un portfolio. Ouais, entre autres. Puis aussi, même au travail, par exemple, quand j'étais chez Vauban, j'ai fait plusieurs projets là-bas qu'on a mis open source. Fait que ça, c'est des trucs là, vraiment bons à faire là, dans une optique de croissance. Puis même pour la compagnie qui fait ça, là, ça démontre de l'expertise, ça démontre là, des projets intéressants, des trucs du genre. Puis c'est attirant ça. Puis je dirais le coût de ne pas partager un projet, des fois, est plus élevé que le coût de le partager. Parce que finalement, le partageant, après ça, tu obtiens une visibilité, puis le monde vient après ça pour faire la même chose. Puis, faut pas se cacher non plus qu'il y a une expertise qui vient derrière. Puis, il y a quand même relativement peu de monde là, qui se connaissent en machine learning puis en deep learning assez pour faire des projets qui ont du succès. Fait qu'à ce niveau-là, ça amène encore plus de monde là, dans le pipeline. Puis tout. Fait que là, ouais, ta question, hey, on a divergé. Tu demandais comment on déploie ça, qu'on package ça. Mais comme tu parlais justement de l'open source, on va aller vers l'open source. Fait que mettons que package, après ça, on parle d'open source. Ouais. Fait que packaging, mais je dirais faire un projet là, en Python. Des fois, j'ai plusieurs projets. Il y a une méthode là, pour séparer là, comment fonctionner. Là. Ça a été vraiment difficile à trouver au début. Là, parce que des fois, je faisais affaire avec des clients, puis là, tout leur reste. Ou des fois, je garde tout, mais je charge moins cher ou de quoi de genre. Puis il y a comme des compromis de même. Mais l'idéal, c'est de faire quelque chose un peu entre les deux. Puis des fois, ça peut varier là, beaucoup dépendamment des projets puis
des facteurs, des requis des clients, puis de ce qu'ils sont prêts à laisser ou pas là, dans la négociation. Là. Fait que je dirais l'idéal, c'est de se faire ses propres packages qu'on peut comme réutiliser d'un projet à l'autre, mais qui quand même compromettraient pas le client. Puis en même temps, le client, ben lui, il a un objectif derrière. Puis lui, ce qui le compromet, le client, dans certains cas, souvent, c'est de dire OK, ben là, si ce que je fais, tout le monde peut l'utiliser, whatever, mon compétiteur, blablabla, ben là, à ce moment-là, je me compromets parce que je viens de baisser la barre à l'entrée des compétiteurs. Fait que, ça, c'est un argument là, qu'on peut voir souvent dans des compagnies là, où il y a des investisseurs. Là. Je parle, entre autres, récemment là, avec des compagnies en Californie qui sont exactement dans la même situation, puis je n'ai vu d'autres là, ailleurs là, dans le passé là, avec qui j'ai fait affaire, là, que c'était les mêmes enjeux à plusieurs reprises. Fait que souvent, les investisseurs regardent la barrière à l'entrée comme ça. Puis, pour garder finalement une partie pour soi de ce qu'on fait, en différenciant là, la propriété intellectuelle, quelle partie appartient à qui, ben à ce moment-là, c'est une bonne chose de dire, ben gars, ça, c'est du machine learning en général, ça c'est pas appliqué à ton problème. Ouais, ça vaut pas grand-chose. Un algorithme de CNN, c'est cool, mais si c'est pas appliqué à ton problème, ça donne rien. Ouais, la valeur est vraiment dans l'application d'affaires. Là, exactement. Et non dans l'algorithme souvent en tant que tel. Ouais. Puis malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup ou relativement beaucoup d'investisseurs qui ont des stratégies agressives sur la propriété intellectuelle, puis ils veulent tout garder, quitte à payer extrêmement plus cher pour garder ces trucs-là. Tandis que si on regarde réellement là, la valeur d'avoir tout refait, peut-être des fois eux autres tout, ben, tu sais, ils auraient gagné à en laisser un peu pour moins cher, par exemple. Puis, tu sais, de mon côté, quand j'en garde un peu pour moins cher, ben, ça veut dire que je peux le réutiliser aussi pour d'autres projets, puis faire cette espèce d'économie-là aussi. Là, puis, fait que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Fait que je pense que c'est une bonne façon de fonctionner là, pour packager les trucs. Là. Ouais, l'open source, je pense, tu sais, une mauvaise conception souvent d'open source. Tu peux faire de l'argent avec l'open source, il faut arrêter de penser ça. Là. Vincent Bergeron, que j'ai eu l'autre épisode à temps, fait une bonne comparaison. Quand tu vas chez Walmart, puis tu regardes un DVD dans une étagère, tu peux regarder le DVD. C'est comme l'open source, tu peux regarder le code. Ouais. Après ça, si tu veux partir avec, faut que tu payes. Il y a quand même moyen de le monétiser. Il y a des façons de monétiser ça quand même. Les licences peuvent permettre de faire ça, puis quand même on l'atteint aussi. Si tu dis open source n'égale pas gratuit, là, puis tu peux faire n'importe quoi avec ce que tu veux. C'est il y a quand même des restrictions avec ça. C'est juste que tout ce que je te dis, c'est que voici mon code, voici comment j'ai résolu mon problème. Puis après ça, voici comme l'algo, mettons, la conception de ça, mais après ça, comment j'ai appliqué les données que j'ai, ça c'est une autre affaire, là, tu sais. C'est bien beau l'algo, mais c'était pas les données pour l'entraîner. Tu sais, mettons, GPT-2, c'est le meilleur exemple. Non, c'est pas GPT-2, c'est qui ont mis public? En tout cas, je me rappelle, c'est ça? Ouais, GPT-2, ils ont réussi à leur faire, l'algo. Il me semble qu'ils avaient publié l'algo, mais pas les poids. Mais tu n'avais pas le dataset pour l'entraîner. C'est ça, la majorité du temps, le dataset n'est pas publié. Tu peux pas plus réussir. C'est ça. Ils ont réussi, il y a des gens qui ont réussi finalement à leur faire, mais tu sais, ça a pris du temps. Puis, entre le moment qu'ils l'avaient mis en place, puis tout. Fait que, en tout cas, moi, je pense que c'est quand même très défendable, justement, de la propriété intellectuelle. Et je pense que des fois, il y en a qui vont dans le zèle. Autant que t'en as d'autres qui diraient que tout devrait être gratuit. Je pense qu'il y a juste une espèce de zone c'est ça. qu'on pourrait se trouver intéressante. Là, on se partage. Parce que puis même, il y en a dans ceux qui disent que tout devrait être gratuit, qu'eux autres, ils s'ostinent encore sur certains trucs. Là, comme là, il y en a qui sont comme GPL versus licence permissive, là, puis tout ça. Là. Tout ça, là, etc. Là, Mais oui, non, définitivement. Mais tu sais, il y a des choses intéressantes, je pense, à réutiliser le code. Puis comme tu as dit, il n'y a pas tant de monde que ça qui font du vrai machine learning. Donc, si à chaque fois, genre, tout le monde doit se battre pour ça, ça va juste tellement coûter cher avec les entreprises qu'en bout de terme, s'il faudrait juste collaborer ensemble, peut-être qu'on serait tous capables d'atteindre collectivement quelque chose de plus intéressant. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est bon de concentrer de la recherche dans certaines organisations ou certains endroits, puis de collaborer de même. Comme par exemple, Neuraxel, mon framework là, de machine learning, ben, je l'utilise pour plusieurs clients en même temps. Puis il y a plusieurs clients qui contribuent à son développement pour différents aspects du framework aussi. Puis c'est gagnant-gagnant. Puis il y a une espèce de notion de partage aussi, puis d'avoir des trucs qui sont optimisés là, d'une certaine façon pour que il y ait une productivité. Là. Fait que... Y a-tu 100% Python? Ouais. Okay, fait que les algos, vous avez quand même implémenté en Python, juste optimisé en Python? Ben, c'est un framework de machine learning
pour Ok. tout projet de machine learning en général. Puis il est fait d'une sorte qui facilite l'automatique machine learning, puis la recherche d'hyperparamètres, tout ça. Donc, il n'y a pas d'algo de machine Ok. learning dans Neuraxol. Les algos, ils viennent... Pardon. Ouais, c'est correct avec la bière, Neuraxol. hein. Ouais. La petite bière. Les algos, ils viennent de scikit-learn, de TensorFlow, de PyTorch, Poutine, etc. Fait que Neuraxol est vraiment... De la façon qu'on l'a conçu, on l'a fait qu'on puisse plugger vraiment des algos qui viennent de partout, puis que ce soit vraiment, vraiment très adaptable, portable, d'une technologie à l'autre, parce que d'un projet à l'autre, là, le choix entre TensorFlow et PyTorch dépend toujours, là, puis aussi dépendamment du timing, là, puis de l'état des choses en ce moment, puis tout ça. Fait que c'est vraiment bon là, de pouvoir s'adapter à différents contextes comme ça. Puis ça, c'est ben, vraiment modulable que tu peux juste prendre c'est une ça. pièce de regarde, je vais te mettre ce modèle de scikit-learn là. Ah non, finalement, je vais te prendre un autre modèle que j'ai entraîné avec PyTorch. Ouais, ça quitte à même mettre des modèles de plusieurs librairies là, dans le même projet. Tu es capable de le faire. Puis Ouais. ça. Puis de les sérialiser, de les saver, de faire des checkpoints. Tout le boilerplate que tu n'as pas envie de voir souvent, non? Exactement. Fait qu'on on s'est enfin débarrassé de tout le petit scrap qu'on veut pas refaire. On a mis ça là-dedans. Puis là, on peut se concentrer là, sur ce qu'il y a de le fun à faire. Là. Fait que, ouais, parce que ce qui amène vraiment de la valeur. Écrire des lignes de code, c'est ouais. juste comme, bon, ben là, ici, je vais sauvegarder. Puis le pire, c'est que c'est des trucs qu'il faut refaire dans chaque projet, là, ces trucs-là, là, tout le temps. Là, fait que c'est un besoin là, commun là, à beaucoup de clients. Là, fait que d'avoir fait ça aussi, là, c'est venu apporter un soulagement. Là, ouais, puis c'est vraiment pertinent. Moi, j'ai commencé plus avec Poutine, qui était développé au Graal. Puis au début, mettons, j'avais comme 40 lignes de code. Puis la première fois, j'ai essayé, puis comme, ça s'est fini en 3 lignes de code. Là. Puis j'atteignais exactement le même objectif. La loupe d'entraînement est beaucoup plus claire. C'était, voici mon network, voici mon experiment, voici qu'est-ce que tu veux que j'entraîne, voici mon test, mes résultats, that's it, là, c'était fini. T'as imprimé quelques objets, puis genre, c'est sûr, il y a des classes que j'ai mis ailleurs, tout ça, quand même, mon network aussi, mais je l'avais déjà fait de même, mais c'est juste, après ça, la lisibilité aussi est vraiment plus pertinente. Fait que, tu sais, quelqu'un que tu veux juste y montrer facilement c'est quoi qui se passe, ben, il est capable de voir, ben, si on fait ça, si on fait ça, puis comment l'implémenter ailleurs, ben, on ira voir ça plus loin, la poutine, tu sais. Ce qui est vraiment comme appliquer vraiment le généalogie, je pense, ou tous les patrons de conception et compagnie sur, tu sais, comme essayer de le framer dans quelque chose de plus nice, là. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, j'ai oublié. Puis il y a aussi, tu sais, comme pour la boilerplate aussi, une autre affaire, j'ai trouvé Cookie Cutter, connais-tu ça? Ah, j'ai déjà entendu le mot, je pense, mais non, je suis pas sûr. Pour tout ce qui est tes directories, puis comment tu organises ton répertoire. Ouais. Tu sais, souvent, mettons, tu vas partir, je sais pas, peu importe que tu prends PyCharm ou whatever, tu vas faire tes folders. Je vais mettre mon dataset. Puis tu fais toujours cette opération-là à peu près à chaque fois. Au pire, tu vas cloner des affaires. Ben, tu peux te faire directement un repo GitHub que tu fais juste dire, ben, voici mes variables que je vais définir au moment de le faire, comme le nom de mon projet, quel genre de Python que je vais utiliser, quelle affaire. Puis tu fais juste une commande directe, Cookie Cutter, le nom du repo que tu vas importer. Il te fait un répertoire, il te pose des questions genre que toi-même que tu as défini, genre, puis là tu décides des variables avec ça, tu dis comme mettons, ben je veux que mon projet s'appelle le même, je veux qu'il fasse ci, je veux utiliser tel Python, il te sait tout ça, merci beaucoup. Ah, ok, ouais, j'ai déjà pensé à faire de quoi de genre là pour. Moi j'ai découvert ça il y a comme 2 semaines là, puis pour vrai, tu sais, tout ce qui est la poutine autour de dire genre voici des folders, qu'est-ce que je veux, setter ton DVC, etc. Il fait tout ça pour toi en ligne. Ouais, pour revenir à Poutine, là, c'est ça, c'est le fun. C'est un peu la même chose là, qui arrive avec Neuraxol. On a trouvé des design patterns qui, un peu comme j'ai dit, permettent d'abstraire puis d'utiliser des algorithmes qui viennent d'un peu partout, puis de rendre le tout vraiment, vraiment très flexible puis adaptable. Puis en plus, en sauvant du boilerplate code. Là. Fait que, on a des trucs pour les boucles d'entraînement, des trucs pour les splits de validation puis d'entraînement, tout ça, les hyperparamètres. Checker des métriques aussi, faire des callbacks, des affaires du genre. T'sais, on a vraiment... On arrive à quelque chose de complet là, avec pas mal tout ce qu'il faut là, pour faire du deep learning. Puis PyTorch, c'est le fun aussi. Il y a ça appliqué... Poutine a ça appliqué à PyTorch en fait. Fait que ça permet d'automatiser des books puis tout ça. Fait que je regardais ça récemment, je me disais, ok, ouais, c'est cool. L'API là, de Poutine, là, est quand même clean. Là, tu fais un modèle, tu y envoies des fonctions, là, puis tu mets des métriques, des callbacks, tout ça. C'est pour ça celui qui est parti ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que je me suis inspiré de ça
pour Ok. faire Experiment, tu deux penses? nouveaux projets d'experiment. Si tu expérimentes, parce que tu sais, il y a plusieurs modules là. T'as le module experiment finalement qui fait toute la logique d'une expérimentation ensemble. Tu lui donnes un network avec tous les paramètres que tu veux, comme mettons c'est quoi mon utilisateur, c'est quoi c'est ça, puis il te fait that's it. OK. Toute la boilerplate de faire les callbacks. Ouais, dire j'ai c'est pas quoi creusé tout. partout, j'ai surtout creusé là, dans ce qui interagissait avec l'API Ok. puis le modèle, là, Ok. puis les callbacks, les boucles d'entraînement, Ouais, c'est ça, puis les callbacks c'est vraiment les trucs cool, enchaînés. Là. Callback finalement, pour ceux qui connaissent pas ça, il faut des fois expliquer un petit peu d'affaires pour être sûr, mais callback finalement c'est que tu peux, quand il se passe, c'est un trigger quand il y a un événement qui se passe, je veux que tu fasses ça. Comme mettons à la fin d'un entraînement, je veux que tu logs mon modèle dans mon meilleur modèle à quelque part. Après chaque époque, je veux que tu fasses un checkpoint puis tout ça. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut ne pas sous-estimer dans ce genre de contexte-là. Fait Ouais, que continue, ouais. ce qui manque dans Neuraxel, tu sais, c'est des algorithmes puis des trucs comme ça. Fait que là, on a créé récemment 2 nouveaux projets qui s'appellent Neuraxel TensorFlow puis Neuraxel PyTorch, qui eux autres sont des adapteurs pour mettre des modèles TensorFlow puis PyTorch dans Neuraxel. Fait que il y a déjà des savers, donc des espèces d'objets qui permettent de sérialiser facilement ces graphes de réseau de neurones-là. Fait qu'on on l'a commencé, puis on l'a fait du moins pour TensorFlow. PyTorch est en construction. Puis vraiment, là, ça permet là, d'imbriquer tout. Puis là, ça donne de quoi de vraiment cool. Là. Fait que ça inclut aussi les pipelines de pre-processing des données puis de pré-traitement des données qu'il n'y a pas, je crois, là, vraiment dans Poutine. Fait que... Non, mais tout ce qui est pipeline de données, j'ai pas vu beaucoup de choses qui faisaient quoi qui avait de l'allure. Ah ouais? Tu sais, comme clean, tu sais, ce que j'ai souvent remarqué, moi, comme problème que j'ai eu, c'est que j'ai des fois de la misère à savoir c'est quoi le dataset qui est associé à quel pipeline que j'ai fait de pré-traitement de données. Ah, ok. Mettons, je dis, ok, ce dataset-là, j'ai fait le pré-processing ABC, puis celui-là, j'ai fait ACD, mettons, tu sais. Puis là, de savoir lequel qui est quoi, puis c'est quelle version que j'ai, puis quel résultat qui est associé à ça, c'est comme un problème que j'ai été confronté dans la dernière année beaucoup. J'avais comme des expérimentations différentes à faire. Puis j'ai pas encore trouvé une solution telle quelle ou que j'ai pas encore assez approfondi. Il y a DVC qui semble être capable de résoudre ce premier-là, Data Version Control. Ok, ben avec Neuraxel, on a fait de quoi là qui peut corriger ce problème-là? Ouais. Okay. Fait que dans le fond, avec Neuraxel, quand on met des données dans un pipeline, on peut ajouter aussi des checkpoints entre certaines étapes du pipeline. Okay. Puis ça, selon les données qui sont traitées, puis aussi la configuration des étapes de pre-processing des données, ben ça va les checkpointer sur disque. Fait que tu sais, du automatic machine learning, finalement, c'est une grosse boucle qui essaye beaucoup de configurations différentes des modèles de réseau de neurones, puis aussi du pre-processing des données. Fait que quand on fait des checkpoints de même, si dans une prochaine boucle dans l'AutoML, on retrouve un début du pipeline qui a la même configuration que quelque chose qu'on a déjà essayé, ben on peut résumer là, le training à cet endroit-là. Okay. Fait que ça, c'est intéressant parce que, tu sais, on a des steps pour faire comme choose one step of. Fait que là, tu peux choisir dynamiquement une ou l'autre. Des étapes de processing. Ouais, c'est ça. Puis tu peux faire des trucs vraiment, vraiment dynamiques là, avec ça. Oh. Je peux continuer. Je suis un petit peu étouffé. Ouais, ok. Tu peux résumer, genre, choisir A ou B. Puis ouais, c'est ça. Flipper tes pré-processing. Puis mettre des trucs comme, bon, ben là, à cette étape-là, on va mettre C, D, E en parallèle, puis on va les regrouper pour combiner les features de ces trucs-là. Puis il y en a là-dedans qui peuvent être optionnels ou pas. Puis certains de ces trucs-là sont eux-mêmes des fois des pipelines de pre-processing de data qui sont imbriqués dans ce pipeline-là, tu sais, par exemple. Là. Puis tu sais, tout ça avec les hyperparamètres puis la configuration là, de tout ça peut être vraiment flexible. Puis pour se souvenir des résultats des expérimentations, ben on a ce qui s'appelle un Hyperparameter Repository ou un Experiment Repository, là, de quoi de genre, qui permet d'enregistrer c'était quoi la configuration qu'on avait, puis c'était quoi les résultats, puis aussi ben, la save là, du pipeline entraîné. Qui est un peu comme un observateur qui va tout superviser qu'est-ce qui se passe puis qui va loguer tout là. Ouais, ben l'observateur au-dessus, là, c'est l'algo d'Automatic Machine Learning qui boucle sur les trucs. Puis lui, il va caler quelque chose d'autre pour dire voici les paramètres que j'ai utilisés, sauvegarde ça.
Fait que lui, il call d'autres choses qui est le repository, qui lui-même est configurable, puis est assez abstrait pour être remplaçable par n'importe quelle base de données ou n'importe quel support. Une MongoDB ou un SQL, whatever. C'est ça, tu peux plugger ce que tu veux, puis par défaut, il y a déjà quelque chose d'inclus là, pour mettre ça sur les disques. Puis cette boucle-là peut aussi avoir un algorithme de sélection du prochain modèle à essayer qui varie. Fait que tu peux passer un random search ou sinon un TPE comme dans HyperOpt ou des trucs du genre. Fait que ça aussi c'est abstrait puis ça s'envoie dans la date. C'est comme une inversion de dépendance là, qu'on appelle là, en orienté objet. Puis même chose pour le pipeline à optimiser. Puis les données, tout est envoyé à ça, puis tout est configurable, tout est changeable, tout est flexible. Là. Fait que ça, c'est quelque chose de bien. Combien de temps t'as mis pour le développement de tout ça? Pas mal. Là. C'est-tu genre 1 an, 2 ans, un temps partiel genre 5 heures, 10 heures ou plus que ça? Ou c'est des rushs des fois de temps en temps? J'ai commencé avec des rushs de temps en temps. Okay. Il y a environ 1 an. Puis peut-être même plus longtemps que ça si je pense à du code que j'avais déjà fait, là, que j'ai comme réutilisé, là, qui était le mien. Là. Okay. Puis au début, ça a commencé comme ça. Puis depuis le mois de septembre, il y a Alexandre Briand, data scientist là, chez Neuraxio, qui travaille principalement sur ce projet-là, mais aussi sur d'autres modules, là, justement comme tu parlais des packages de traitement là, de time series là, que je développe. Fait qu'il travaille sur ces trucs-là. Il a une bonne partie de son temps à développer Neuraxio. Neuraxio, excuse-moi. Ouais, fait qu'il y a une bonne partie de son temps qui développe Neuraxol, puis une autre bonne partie de son temps qui développe les autres produits là, de traitement de time series. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis là, on a fait du chemin. Là. Ça fait quoi? Ça fait déjà 5 mois depuis septembre. C'est à peu près, même plus que ça. 6. En tout cas, mettons, on va dire 6, à peu près 5-6, là, OK? Ouais, puis j'ai mis beaucoup de temps, moi, dans l'été, puis aussi à continuer ça. Je review tout le temps chaque pull request pour être sûr que tout est parfait. Puis, tu sais, la qualité du logiciel est là. Il n'y a jamais une pull request qui est mergée sans qu'il y ait un review pour être sûr que la qualité du code, là, tu sais, on enforce vraiment une qualité du code. Là. Fait que ça, c'est bien. Puis, on a plusieurs collaborateurs aussi qui nous aident, là, dont notamment Eric Hamel, qui je pense pas que je le connais. il fait du deep learning, il a travaillé chez Optel avant, puis aussi je sais pas sûr, mais je pense chez Edify, puis il est rendu dans une autre compagnie là, je pense une start-up là, récemment. Puis lui, il nous a vraiment aidé. Il a programmé là, l'algorithme là, TPE, en fait, comme l'algo de HyperOpt, mais pour Neuraxol de façon vraiment comme abstraite, là, qui peut être plugué dans toute la machine, toute la patente là, pour choisir l'algorithme indépendamment de tout le reste. Fait que tu sais, si j'ai une critique de beaucoup de framework, d'optimisation d'hyperparamètres à faire, cette critique-là, c'est que souvent, tout est comme couplé ensemble. Tu peux pas défaire tel algo de tel autre pour l'utiliser dans un autre contexte, puis sont faits comme ça, puis ils logent les résultats comme ça, puis tu sais, c'est comme strict. Là. Fait que dans Neuraxol, on a vraiment mis un effort pour mettre les bonnes abstractions aux bonnes places pour que tout soit configurable au besoin ou changeable, mais qu'il y ait aussi des implémentations par défaut qui soient utilisables là, sans avoir à se mettre trop de bâtons dans les roues pour commencer. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là et dans ce mindset-là là, qu'on refait certains algorithmes d'automatic machine learning, dont le TPE. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis quand ça a l'air impressionnant, souvent ces algorithmes-là, là, comme ils analysent les trucs, puis tout ça, puis là, il y a le paper avec James Bergstra, puis Yoshua Bengio, puis tout, puis c'est vraiment solide, c'est vraiment sa coche, mais quand on s'y intéresse pour vrai, puis qu'on va voir comment ça fonctionne en dessous de la couche, là, ça fait du sens, là, c'est pas du chinois, là, c'est pas, ça existe, puis c'est là, puis il y a des façons différentes de le coder, puis lui qui était inclus, là, par exemple, dans HyperOpt là, par défaut, ben, il était tuné d'une certaine façon, puis il était fait d'une certaine façon, puis les choses en ce moment sont tellement comme, il y a tellement des trucs qui sont à la limite de la recherche, puis proches c'est tellement créatif à un certain point que c'est possible de tout refaire aussi avec des nuances différentes. Là.
Fait que il y a de ça aussi là, qui est possible d'ajouter des configurations puis des trucs supplémentaires là-dedans, plutôt que d'en utiliser un qui est vraiment juste préfet. Ouais, puis comment tu vois, mettons, un Neuraxo par rapport à tout ce qui est justement AutoML de Google, Amazon qui vont commencer à offrir? C'est tout genre de choses que vous voulez battre ou offrir un service alternatif ou je sais pas c'est quoi la position, parce que comme Google a vraiment fait un gros service de cloud AutoML, mais ça a l'air assez très restrictif et un peu genre donne tes données puis on fait n'importe quoi, genre puis tu sais aucune idée qu'est-ce qui se passe là. Ben, on n'a pas l'intention de battre ces compagnies-là. Là. À l'inverse, si Neuraxol est utilisé, c'est parce qu'à un moment donné, justement, il va falloir utiliser le cloud ou quelque chose pour mettre en production des modèles, etc. et ainsi de suite, dépendamment des clients. Là, bon, il y en a qui veulent rouler ça en local pour des raisons de sécurité des données. Il y a beaucoup de réglementations par-ci par-là, des fois pour des trucs différents. Là, donc, c'est possible pour nous d'installer la solution chez les clients puis de leur laisser ça là, vraiment clé en main. C'est plus comme un module qui pourrait venir complémentaire ou remplacer dans certaines zones, mettons, les autres solutions d'AutoML. Ouais, ben tu sais. En ayant plus un contrôle sur qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Fait que, de un, il y a le manque de flexibilité, comme tu as mentionné. Que tu sais, c'est vraiment strict, là, des fois. Fait que nous, on a vraiment ajouté là, des abstractions là-dedans pour permettre plus de flexibilité. Puis, il y a le fait que c'est dans le cloud. Nous, on peut installer ça on-premise chez les clients sans que ça ait besoin de rouler dans le cloud. Fait que des fois, selon certaines réglementations, ça peut aider. Ou des fois, quand le client préfère garder ses données vraiment confidentielles, puis de son côté, tellement qu'il veut garder confidentiel, que c'est une bonne chose à faire. Puis, il y a ça. Mais en même temps, ça peut être utilisé dans le cloud, Neuraxol. Sans aucun problème. Là. Fait que suffit de lancer une machine ou un groupe de machines dans un auto-scaling group, par exemple. Là, j'ai AWS en tête, puis juste à rouler là, les fichiers main là, de Neuraxol ou du projet pour finalement servir ça dans le cloud. Là. Fait qu'on a déjà des fonctions qui permettent de mettre des REST API là, dans Neuraxol, puis de déployer des modèles. Fait que tout le saving, toute la sérialisation est inclus dans l'AutoML, puis tout ça, puis c'est tellement bien fait que quand on save quelque chose, ben, on peut le reloader après ça sans avoir besoin du code source de la définition de ce pipeline-là. Il est comme self-contained. Parce que ça, c'est souvent un problème justement avec Pickle, mettons. Ouais. C'est souvent la merde, c'est que tu as besoin d'avoir les classes pour que tu sois capable de reconstruire. Quoique, je suis pas certain, mais en tout cas avec Pickle, au moins, il y a un truc qui est certain, c'est que il faut les mêmes versions des librairies. Là, pour les classes, je sais plus. Mais ça prend des classes. J'ai essayé de le faire. Moi, il y a un modèle que j'ai essayé de packager pour l'envoyer sur PyPy. Puis, j'ai jamais été capable de le finir parce que il me disait, ben non, mais ça te prend. Faut la définition de la classe pour que tu sois capable de le reloader. Ah, ok, ben, sûrement ça. La version des librairies dépendantes que tu utilises. Il faut qu'il les trouve quelque part. Il faut qu'il les trouve quelque part. Fait que, mettons, j'avais mon modèle que j'avais écrit une classe, que j'avais juste comme défini mon modèle dans la main. Puis, j'étais pas capable de juste comme. Fallait jamais cette classe-là. Ce fichier-là dans qu'est-ce que je faisais pour qu'il puisse le coller. Ce qui fait du sens, tu avais besoin de le remapper à quelque chose. Mais c'était vraiment très, très, très collé sur mon code. Nous, on n'a pas essayé. On n'a pas essayé en le réouvrant, le modèle sauvegardé, de le réouvrir avec du code qui a des versions différentes des librairies sous-jacentes. Ça, on n'a pas essayé. Mais, chose certaine, si on le réouvre dans un projet, ça marche peut-être, sûrement, je sais pas. Chose certaine, si on le réouvre dans un autre projet, qui a les mêmes dépendances, les mêmes versions, tout ça, il va réussir à l'ouvrir même si il manque le code qui servait à définir tout ce pipeline-là au début. Là. Fait que ça, c'est cool. Faut au moins juste Neuraxol là, pour le loader. Là. Ce qui fait, sinon, c'est ça. Fait que... ça permet entre autres de faire du cluster computing. Fait que, tu sais, mettons, on peut saver tout ça. Puis après ça, le passer à un autre, on dit qu'il lui va le faire. C'est ça, fait que tu peux juste l'envoyer comme ça, zipper à l'autre ordi, tu sais, whatever, sur le réseau, tu sais, mettons dans le cloud, faire des trucs avec du scaling, puis ça va super bien, là. Fait que des fois, juste des sous-parties d'un pipeline ou un pipeline au complet, faire ça avec, là, tu sais, on travaille là-dessus en ce moment même, là. Je pense que la PR est ouverte. Pour justement faire ça, du clustering parallel computing. Fait que ça, c'est cool. Puis aussi, ne serait-ce que le parallélisme en Python, tu sais, ça, le parallélisme, c'est quelque chose de difficile. Parce que dès que tu importes une librairie
pense peut-être tu sais, à XGBoost ou ben, TensorFlow ou PyTorch ou whatever. Ben, quand tu crées des objets Python avec ces librairies-là, l'objet Python est peut-être pas sérialisable. Sa librairie, elle utilise des trucs en C++ par en arrière, tu sais, ou des trucs. Fait que ça veut dire qu'il faut coder. Tu sais, c'est pas tradable en Python. Faut comme l'espèce de sérialiseur de cet objet-là pour qu'il soit tradable ou du moins envoyé sur un autre process là, dans certains cas ou sur un autre ordi, tu sais. Fait qu'il faut faire la sérialisation comme il faut. Fait que Neuraxol, tu sais, on a fait la sérialisation pour TensorFlow. PyTorch, on va le faire bientôt avec les projets Neuraxol TensorFlow puis Neuraxol PyTorch. Okay. Puis ça veut dire n'importe quel modèle qu'on fait. Ah, puis Scikit-learn, ça se sérialise bien là. Ça sérialise bien normalement. Moi, Scikit-learn avait été fait pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, bon, il y a une affaire, tu sais, admettons qu'on fait un gros pipeline avec Scikit-learn, puis on essaie de faire comme Neuraxol avec Scikit-learn. Ben, un moment donné, si dans ton pipeline Scikit-learn, tu mets un objet TensorFlow, ben là, t'es comme wrecked, parce que il faut que tu sérialises son objet comme il faut pour être capable de sérialiser ta pipeline complet. Ouais, c'est ça. Fait que nous, chaque objet est responsable de sa sérialisation selon ses savers. Puis s'il n'y en a pas, ben, il prend le saver par défaut qu'on a pris job-lib, là, par exemple. Fait que, tu sais, tout un pipeline peut tout se saver comme il faut. Puis si y a quelqu'un qui oublie de mettre le saver quelque part, ben, on va le voir, ça va jamais rendu au save. Là. Fait qu'au moins que ça crie puis que ça le dit au bon moment de hey, ben là, fais ton saver, là, des trucs du genre. Parce que job-lib, c'est pas tout le temps les messages les plus clairs non plus. Là. J'avais essayé de réaliser mon ligne du code, puis my god, genre pour faire du parallèle, là. Et j'ai passé des journées à lire. J'ai fait ça moi aussi. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça plante. Puis là, à un moment donné, t'es comme, tu changes une affaire, t'es comme, là, tout fonctionne. C'est ça, il faut que tu aies des trucs sérialisables. Fait que tu peux pas utiliser de fonctions lambda en Python, là. Des trucs du genre. Ça, il y avait ces fonctions anonymes-là sont comme pas sérialisables. Je pense que c'est ça que j'avais fait. Une affaire dans mon il y avait des trucs comme ça, des trucs que j'avais essayé de faire pour justement optimiser mon code. Ça m'a pris. J'ai perdu au moins, je pense, une semaine à réussir à faire. Je te crois bien, là. Ouais. Puis j'ai fait. À partir de là, j'ai fait non, j'en fais plus ça. Non, j'ai fait ça aussi avant de faire Neuraxol, là. C'est ça, là. C'est un pain, Je voulais vraiment mettre fin à mes jours à ce moment-là. C'était vraiment pas le fun, là. Ouais. Mais, ok, cool. Mais, tout ça, tu l'as fait aussi quand même beaucoup, je pense, pour Neuraxio. Dans quel sens? Dans quel sens, mettons, c'est des outils que tu utilises beaucoup pour Neuraxio? Ah ben oui, certainement. Il y a l'aspect d'utilité. Qui est Neuraxio, pour le dire, c'est la compagnie. Oui, Neuraxio, c'est la compagnie. Neuraxol, c'est un des projets open source de la compagnie qui est le framework d'automatique machine learning. Mais qui n'est pas possédé par Neuraxio? Ben, je suis plus certain. Je pense que ça dit des Neuraxol Authors dans la licence. Je suis plus certain. Ou peut-être que c'est Neuraxio. Je pense que c'est Neuraxio, mais il est censé Apache 2. Fait que ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. C'est une licence très permissive. Là. Fait que tout le monde peut l'utiliser de façon commerciale s'ils veulent dans leur projet. Puis tu sais, c'est gratuit. Tu mentionnes les auteurs qui sont... Ouais, c'est ça. Faut respecter la licence. Là. Fait que la licence, elle dit qu'il faut dire que ça a été utilisé. Mais souvent, dire que ça a été utilisé, des fois, c'est ne serait-ce que dans le code source. Là. Fait que ça dépend. Là. Fait que... Tant que tu ne fasses pas comme Siraj, c'est correct. Là. Ouais. Siraj qui a d'ailleurs déjà utilisé une de mes illustrations. Sans te citer, sûrement. Exactement. Parce que je pense que le best, là, on fait un aparté, mais le best, à un moment donné, il avait dit qu'il citait, puis c'était juste la dernière ligne, puis il y avait tout ce qui avait changé du projet, c'est qu'il y avait des grosses modifications, il avait juste changé le readme. En tout cas. Ouais. Il continue à utiliser les trucs du monde sans les citer, même s'il s'est fait catcher là-dessus. Le monde va continuer à l'écouter pareil. C'est un peu triste. Je trouve ça juste plate de ne pas respecter quand même les auteurs pour des choses qu'ils ont faites. C'est correct. Je pense qu'il apporte un travail de vulgarisation qui est intéressant pour beaucoup de gens. Il apporte quelque chose de positif, clairement. Il apporte quelque chose de positif, mais je pense que la moindre chose... Ce serait bien qu'il cite, par contre, ce serait quand même une moindre des choses. Au lieu de s'approprier le travail des autres. Mais en dehors de ça, ces vidéos, pour beaucoup de gens, je pense, sont très pertinentes pour apprendre. Ils répondent à un besoin. C'est juste que... Respecte au moins les gens que tu as pris une partie de leur travail pour appliquer là. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ce dossier-là. Quand même, là, ça pourrait virer à shit show. Là. Fait que, je sais pas. Tout ça pour dire, Neuraxio, mettons, tu veux en parler un peu? Qu'est-ce que tu fais? Comment c'est parti? Ouais. Ok, au bac, là? C'est ça. Pour venir, parlant on a fait un gros aparté. C'est ça, on a fait une parenthèse. Parlant de
portfolio, ben, je suis venu à un certain point pendant l'été 2017, puis un peu avant aussi, là, où ça c'était quand je travaillais chez Vauban, que j'avais tellement fait de projets, puis de conférences, puis d'ateliers à des endroits, puis j'avais beaucoup, beaucoup de contenu de construit qui était visible aussi, là, puis qui est toujours visible sur GitHub, par exemple, notamment, que il y a beaucoup de monde qui se sont mis à me contacter là, pour des projets par-ci, par-là, puis tout ça. Fait que, tu sais, starter Neuraxio, c'était seulement la chose logique à faire à ce moment-là, quand je faisais face à toute cette demande-là. Là. Je crois pas qu'une compagnie m'aurait offert la possibilité d'utiliser ma pleine, mes pleines capacités à ce niveau-là d'avoir ce marché-là, mais aussi d'exécuter les projets puis de les livrer comme il faut. Là. Parce qu'il n'y a pas tant de compagnies de consultation de ML à Québec non plus. Là. Il n'y en a pas tant, tu sais. Vraiment pas beaucoup. C'est doigts de la main, à peu près. Là. Ouais, à peine. Fait que j'ai commencé de même en consulting pour, je dirais, 1 an. Puis là, depuis une demi-année, on commence le mode produit. Donc là, Neuraxel, la solution de Time Series Processing, ces trucs-là. Fait que finalement, le consulting versus le produit, on se diversifie, on fait des trucs différents. Puis on se voit un peu comme Coveo d'un certain côté. Parce que Coveo, eux autres, ils ont un search engine que eux autres, ils ont un public cible, c'est des compagnies pour lesquelles ils peuvent installer leur solution de search engine. Fait que, Coveo ont un produit, ils ont une solution de search engine, puis finalement, s'ils offrent du service à des compagnies, ben c'est évidemment pour installer ça puis le customiser. Fait que nous, on se voit de la même façon. Fait qu'on a une solution de Time Series Processing. On a aussi tout ce qu'il faut pour qu'on fasse notre automatic machine learning et ainsi de suite pour tourner tout ça. Puis, on peut l'installer, la configurer pour des clients puis de la réutiliser comme ça. Puis, automatiser un peu. Là. Fait que, Coveo, font des search engines puis l'installent chez des clients, mais nous, on fait des solutions de traitement de séquences pour les installer chez les clients. Okay. Fait qu'on a des trucs différents. On fait aussi de la formation. Ce mois-ci, j'en ai organisé 2. Puis des trucs comme ça. Là. Ouais. OK. Donc... Puis t'aimes-tu pas mal ça, ce genre de rôle-là? Ou... Ouais, j'adore vraiment. Okay. Pour vrai, là, c'est le fun. Il y a de tout là-dedans. Là. Puis c'est ça, il n'y a pas comme juste du code ou juste de ci, juste de ça, juste de ça. Il y a le légal, le marketing, les public relations, les médias sociaux. Il y a le code, il y a les contrats, la négociation, les relations clients. Il y a vraiment, là, ça touche large. Il y a plein de trucs. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui faisait vraiment de tout. Là, avant de vraiment jumper dans la programmation, j'ai commencé à programmer quand j'étais environ en secondaire 3-4. Mais à ce moment-là, je faisais plus du VFX, là, fait que des visual effects, là, des trucs de montage vidéo, puis d'effets spéciaux. Puis aussi, ça m'est arrivé de composer du dubstep, des trucs du genre, je faisais des wallpapers sur Photoshop avec des planètes. J'étais vraiment comme un créatif, là, un artistique, là, comment dire. Puis j'adorais cet aspect-là de créer, puis aussi de faire plein de trucs différents. Puis je faisais tous ces trucs-là, là, puis j'adorais ça. Là. Puis je programmais aussi au travers, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vraiment décidé d'y aller là, dans la programmation. Fait que quand j'ai commencé au cégep en sciences de la nature, je savais que j'allais programmer quelque part, là, puis que ça allait être en génie logiciel. Là. Okay. Fait que je préfère sciences de la nature pour faire génie, justement. Puis aussi peut-être me laisser quand même l'option de faire d'autres choses pour être vraiment certain que je voulais faire ça. Puis j'ai bifurqué, je suis allé 1 an en technique de l'info, puis je suis revenu en sciences de la nature. Mais quand je suis allé en technique de l'info, c'était vraiment n'importe quoi. Là. Je faisais quasiment rien. Je faisais la base là, pour les projets. Puis je savais déjà programmer. Je connaissais quasiment
En tout cas, avant de rentrer au bac, je connaissais déjà quasiment une dizaine de langages, là, si on inclut HTML et CSS, bien sûr. Si c'est des langages de programmation. Ça, c'est un débat si c'est des langages ou pas, mais on peut dire que c'est une des. Là. Fait un langage, c'est une façon d'exprimer un contexte pour qu'un ordinateur l'interprète. Là. C'est comme ça que je vois ça. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il y a moins de logique, de conditions logiques dans ces langages-là. Il n'y a pas de flow, de if puis de for. Là. Y a pas de ou sinon très peu. Récemment, il y en a. Ouais, c'est ça. Fait que. Bon, tu sais, fait que j'étais allé dans la technique, puis je pétais des 95%, des 100%, tu sais, tout ça. J'avais un plus partout, puis la moyenne, elle n'arrachait, ça tirait vers le 67, là, tu sais. Fait que j'ai comme fait un an de même. Puis là, j'avais l'impression de stagner un peu. Fait que je suis retourné en sciences nat, où ce que là, ben, je trouvais les cours réellement comme challenging ou quelque chose. Tu sais, il y avait vraiment une énorme là, discrepancy, là, une énorme différence entre le niveau, là. Mais c'était sûrement que j'étais déjà un peu spécialisé là-dedans à ce moment-là. T'sais, fait que, ouais, j'étais allé au secondaire au compagnon de quartier, qui s'appelle maintenant le Collège des compagnons, dans le programme Protic, pro, mais des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Okay. Et on avait des ordinateurs portables pendant tout le secondaire. Bon, aussi on avait des classes là, qui étaient majoritairement composées de gars, là. Fait que ça, c'était un peu moins le fun avec les hormones au secondaire, là. C'était un petit peu triste, là. En sciences, c'est pas beaucoup d'agentes féminines. Ouais, on se demande pourquoi. Ça serait le fun, en tout cas. Bon. Ben, je pense juste que c'est le fun d'avoir une représentativité, puis aussi, tu sais, des fois, on n'a pas une même façon d'approcher les problèmes, là. Une femme ou un homme, là, souvent. Fait que, tu sais, ça pourrait faire du bien d'avoir des diversités de façon de penser pour approcher un problème. Souvent, on est trois gars ensemble, nous autres, on pense à un problème, on est comme, c'est sûr que c'est bon, pour ça, comme il y a une fille qui vient donner un avis, t'es comme, Chris, c'est vraiment fucking raison que c'est crissement plus brillant de faire ça, puis tu bifurques, puis, tu sais. Oui, la diversité est quand même. Exactement, là, tu sais, je pense que la diversité. Quelque chose d'important pour. Je trouve qu'il est bien aussi, en machine learning, c'est quand même une diversité de profils, fait que souvent les approches. Ouais, c'est ça, de profils, de background, c'est ça, du monde en physique, du monde plein d'affaires, là. Ça, moi qui est en actuariat, maths, tout ça, fait que si on arrive souvent qu'on trouve des solutions que probablement que juste moi de mon côté, je serais pas arrivé à ça, puis les autres aussi de leur côté, puis on attend quelque chose qui est plus intéressant en collaborant ensemble pour faire ça. Là. Ouais. Mais, ouais, là, tu disais, c'est ça, au secondaire, t'as fait plus directement, t'as déjà touché au TI, fait que t'as commencé très jeune à faire de l'informatique. Ouais, c'est ça, fait que, tu sais, moi, la raison pourquoi je choisissais cette école secondaire-là, moi, j'avais juste l'informatique puis l'ordinateur en tête, puis j'avais regardé pour aucune autre école secondaire quand j'ai dit, bon, je vais aller là, tu sais. Ouais. Fait que, bon, il y a ça. Ouais, puis on allait dire, je sais même plus c'est quoi la question initiale. On a bifurqué, on parlait de... Ouais, c'est ça, ton rôle chez Neuraxio. Puis mettons, tes niveaux de formation que tu as eu, t'as-tu trouvé que, mettons, le bac ou le cégep t'as bien préparé être un entrepreneur? Oh, il y a beaucoup de choses aucunement. Que t'as quand même zéro. Zéro. Puis tu t'es allé chercher où cette expérience-là? Comme, réponds à la première question, après ça, tu vas chercher comment t'es allé chercher l'expérience. Ouais. Attends, fait que là, il y a l'expérience. Ben, est-ce que le bac... La formation, t'as-tu bien formé? Si oui ou sinon, qu'est-ce que t'as fait pour le corriger? En fait, sinon, qu'est-ce que t'as fait pour aller chercher ça? La formation en génie logiciel, tu sais, je voulais génie logiciel plutôt que bac en informatique pour la raison qu'il y avait un aspect management de plus, puis gestion de projet, puis tout ça. J'ai été un peu déçu à ce niveau-là. Quoique, il y a du contenu très intéressant, mais c'était vraiment plus finalement, tu sais, dans la gestion, puis dans le design des projets, puis tu sais, planifier. Puis fait que, tu sais, ça, c'était bien, mais il n'y avait pas comme aucun truc d'administration, de finances, de comptabilité, de relations clients, de légal, de tout ça aucunement. Là. Même dans les universités, l'aspect comme légal des choses est complètement, je dirais, absent. Là. Ouais, genre licence, moi j'ai appris c'était quoi à maîtrise. C'est ça, là, c'est ridicule à quel point le monde ne connaisse rien. Là. Personne ne comprend rien, là, c'est fou. Là. Fait que ça, je dirais que c'était quelque chose d'un petit peu décevant. Mais je suis allé chercher des connaissances ailleurs là, parce que, je faisais mes cours, puis tout ça, mais en même temps, je travaillais tout le temps comme un fou. Là. J'ai dû faire des 80 heures semaine dans ce qui me passionnait, puis tout ça, tous les 4 ans là, que j'étais à l'université. Là. Fait que, tu sais, puis au cégep aussi, entre autres, là, du moins pour la moitié du cégep. Puis, tu sais, j'ai vraiment comme mis le paquet là, dans certains trucs. Fait que, tu sais, pour apprendre des trucs dans le contexte légal, ben, c'est dommage, mais
en général, le monde légal, c'est les avocats, tout ça, ils n'ont pas nécessairement avantage à ce que tous les trucs soient faciles puis accessibles publiquement à tout le monde, tu sais, le barreau, tout ça. C'est pas mal hermétique, fait que je dirais la meilleure façon d'apprendre ces trucs-là, c'est de consulter des avocats puis d'apprendre d'eux autres. Ça coûte cher par contre. C'est ça. Je l'ai consulté une quinzaine, là, fait que c'est différent, là, fait que ouais, mais il y a de la connaissance à aller chercher dans chaque endroit, là, comme ça, là, puis au final, ça sert quand même, là, fait que c'est le fun. Puis, du côté... OK, fait que là, il y avait... Est-ce que... Ouais, c'est ça. Là, tu as trouvé que ta formation académique au niveau universitaire t'a pas vraiment aidé à être un bon entrepreneur. Fait que tu me dis, pour aller chercher une expérience... Il y a quelque chose d'intéressant, par contre. Ouais. Il y a Entrepreneuriat Laval. Ouais, avec la centrale aussi. Ouais. Ça, je pense que là, il a fait une bonne offre. C'est plus récent. C'est ça. Là, mais présentement, je pense que quelqu'un qui veut être entrepreneur peut aller chercher de l'aide. Ouais, c'est ça. Un bon puis aspect. c'est vraiment un beau milieu, là. Ils organisent des événements, des formations, des groupes aussi d'entrepreneurs, des bourses. Il y a Egg Genius aussi, qui est dans le paysage avec des bourses. Il me semble que j'entends beaucoup parler de gens génies qui partent des entreprises. J'ai un collègue, moi, il s'est parti une affaire Sanimora, c'est des entreprises pour animaux. Puis c'est juste lui, il est juste parti genre... Mon chat, je trouve qu'il pue de la gueule, genre. Fait que je vais lui donner un dentifrice. C'est ça, les pâtes à dents, là, pour chat. C'est ça, là, tu sais. Ben exact, lui, il est pharmacien, chien, puis sa blonde est microbiologiste. Fait que t'es juste comme, c'est dégueulasse qu'est-ce qu'on lui donne, genre. Fait qu'on décide d'en faire un. Puis, ben, Genius les a aidés. Mais tu sais, je trouve ça bien que là, l'université commence à se réveiller comme, tu sais, on a un potentiel de créer des entrepreneurs. Fait ouais, puis il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus une économie de gigs là, qui s'installe. Fait que le monde sont de plus en plus travailleurs autonomes, de plus en plus par-ci par-là, plutôt que d'être dans une compagnie à crouler là pendant 40 ans. Là. Ouais, le monde sont de plus en plus diversifiés. Puis une des choses, je pense, qui a fait que la Californie se démarque au niveau tech aux États-Unis comparé à d'autres endroits, c'est qu'en Californie, les clauses de non-concurrence ou non-compétition, là, de quoi genre, n'existent pas. Fait que, bon, des fois, il y en a en Californie qui vont signer leur contrat dans un autre state. Là, pour aller chercher ça. C'est ça, il y a des histoires de même, c'est drôle. Là. Mais tu sais, ça fait que le monde bouge, puis tu sais, il y a une effervescence là, à ce niveau-là. Puis ça bouillonne un peu. Là, fait que ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, là, de ne pas avoir vraiment là, trop de barrières comme ça, là, puis d'avoir un échange comme ça, puis de la diversité. Parce que ben, ça amène vraiment juste du bien, là, finalement. Là. Puis, bon, c'est sûr, c'est bon d'avoir des employés qui ont de l'ancienneté, puis de la permanence, puis tout ça, parce que, tu sais, veux pas, c'est plus stable à un certain point. Mais tu sais, il y a une vague de changement en ce moment, c'est que le monde bouge de plus en plus, puis ça apporte un vent de fraîcheur, là, je trouve. Là. Fait que, moi, avant de commencer Neuraxio, j'ai fait, je pense que c'est 6 stages ou emploi d'été, souvent en recherche ou en développement, en fait tout le temps en recherche ou en développement dans des compagnies qui étaient différentes, sauf pour 2 étés, là, que c'était la même au début. Fait que ça m'en a fait voir vraiment beaucoup. Là, j'étais toujours en train de faire du logiciel. Là, j'ai jamais travaillé dans un dépanneur là, ou ailleurs qu'en logiciel. Mais surtout maintenant, en contexte qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre autant en dev qu'en n'importe quoi. Ouais, en plus à Québec. Là, c'est ça. Surtout, ben, là, je pense que on sait beaucoup quand même en sciences puis en TI, parce qu'il y a des domaines, c'est peut-être moins applicable, mais si tu travailles, tu fais des études, tu veux faire de l'informatique, va te chercher un des stages d'été en informatique. Là. Va pas travailler chez Couche-Tard. C'est pas pertinent, je pense. Tu vas pas valoriser ton savoir. Tant qu'à travailler chez Couche-Tard, reste chez toi puis fais tes projets. Oui, mais moi, là, vraiment, j'ai tellement, moi, dans mon bac, j'ai pas eu de stage. J'ai pas ça en un stage, puis j'ai fait, le premier été, j'ai fait, bon, c'est plus difficile des fois d'avoir un stage en actu. Les mondes qui pognent, c'est tout le monde qui ont 4 de code. Fait que je suis comme, ok, j'ai pas 4. J'ai fait, mais je vais pas rien faire chez nous. J'ai fait un examen professionnel, malheureusement, puis j'ai fait des projets. J'ai essayé de gosser des affaires. Le deuxième été, j'ai pas eu de stage, j'ai fait, je peux pas me laisser mourir parce que sinon ça va être longtemps, là, 4 mois. Fait que j'ai fait à côté de projet. Puis, nice. C'est là que j'ai découvert le deep, puis c'est là que j'étais allé faire, j'ai dit, ok, parfait, ben, je vais préparer mes cours d'informatique, puis je vais aller faire la maîtrise. Cool. Puis ça a juste arrivé comme, j'ai fait, je peux pas juste rester le néant, j'étais comme, j'irai pas travailler au Couche-Tard, j'irai pas travailler au McDo, c'est pas vrai. Je vais vivre un suicide intellectuel, genre, mon cerveau va, à tous les jours va faire comme, puis il va vouloir mourir, fait fallait que je trouve quelque chose.
Puis comme tu as dit, j'ai comme l'idée de faire, je vais faire un portfolio. Ouais, c'est ça. Puis ne serait-ce que pour se conserver, sa sharpness intellectuelle. Exactement. De jamais comme se mettre à niaiser, là, c'est à bon, stagner, là. Je pense ouais, c'est ça, stagner, je veux dire. Stagner, puis comme j'ai essayé de faire un portfolio, fait que je suis comme, ok, je vais faire tel projet, je commençais sur GitHub, fait que j'ai fait des affaires sur GitHub, là, j'ai fait, ok, je vais me faire ci, ça, puis je suis allé me chercher des projets partout, ok, j'ai pas fait beaucoup d'argent cet été-là, ni cette année-là, mais tu sais, who cares? C'est un investissement à la limite. Exactement, puis l'argent c'est temporel. Là, ça te revient après, là, exactement ça, en plus gros, là. Mais bon, c'est peut-être pas tout le monde qui a la même chance, là, ça a donné que je peux faire une dette d'études avec une marge de crédit, mais tu sais, pareil, still quand même, je pense que tu peux toujours trouver une solution, là, mais ça fait déjà, on a déjà fait notre tour de notre heure, fait que... Ouais, bon, ben, c'est fun. Ouais, mais écoute, non, mais on coupe pas ça tout de suite. Moi, j'ai deux dernières questions que je te pose. Ok. Tu m'as déjà parlé d'un livre, mais tu as un autre livre que tu nous recommanderais. Oh. Tu as parlé de Lean Startup, y en a-tu un autre? Que ce soit un machine learning, un roman, ou si t'en as, ça peut être plus qu'un aussi. Ben, vraiment, là, 2 livres qui ont changé, là, je dirais, ma carrière en logiciel, là, à ce point-là, c'est Clean Code puis The Clean Coder. Oui, ces 2 livres-là, Clean Code puis The Clean Coder, par Robert C. Martin, là, aussi appelé Uncle Bob. Là. Uncle Bob, là. C'est un incontournable. Là, aussi. Mais je pense qu'il faut que tu fasses attention quand tu lis. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai appliqué un peu trop intensément parce qu'on m'avait vraiment... Ils exagèrent. Ouais, ils exagèrent dans sa littérature. Puis c'est quand même un livre des années 80 à peu près. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont raison. Moi, je pense que quelqu'un qui veut un petit peu améliorer la qualité de son code, lit le chapitre 1 à 5 pour débuter. Laisse aller ça. Il fait son code, il essaie d'appliquer ça. 1 an plus tard, tu relis encore les chapitres, puis il y a d'autres liens qui se font. Il y a des choses que tu fais comme, ok, c'est ça qu'il voulait dire parce que j'ai essayé de le corriger, puis c'est pas mieux que ce que j'ai fait. Tu l'as vécu, tu l'as mis en application. Puis après ça, 2 ans plus tard, là, tu passes à Clean Coder, je pense que là, tu fais un autre step. Puis si tu vas aller encore plus loin, là, c'est... voyons. Clean Architecture? Martin Fowler. Exactement. Clean Architecture, je pense que c'est ça? Ben, ça, c'est un nouveau livre plus récent d'Uncle Bob, mais Martin Fowler aussi, là, du super bon stuff. Mais c'est quoi déjà le nom de son livre? J'oublie le nom, mais Martin Fowler. Il y a une affaire Goose, là, c'est ça? Ou ça, c'est la Gang of Four, je sais pas. Exactement, lui, il est dans tout ça, justement, les patrons, puis Martin Fowler, mais j'ai cherché un livre sur TDD aussi. Mais je pense que c'est exactement, il y a beaucoup dans le TDD. Que lui aussi, tu as un blog aussi, puis que moi, ça a vraiment fait, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, j'ai fait, ok, je peux pas tout prendre. De Fowler, là, son article de blog sur le Tell Don't Ask Principle, là. Exactement, il est vraiment. Puis la loi de Demeter, là, ça, c'est quelque chose de tellement fondamental en programmation. Puis, il me semble, j'ai pas vu ça dans Clean Code, là, mais c'est quelque chose, tellement je veux l'expliquer tout de suite que c'est important. Là. Le Tell Don't Ask, quand tu as un objet puis que tu veux faire quelque chose avec, ou tu as quelque chose, tu programmes, ben, fais l'objet .do something plutôt que objet aller prendre telle affaire dans l'objet, objet telle affaire dans l'objet, de faire le truc, puis là, de refaire des trucs avec l'objet. Tu sais, c'est comme l'analogie que j'ai aimée, là, je pense, de Félix-Antoine Bourbonnais là, dans son cours là, d'assurance qualité là, dans le bac, un des meilleurs cours du bac. Puis aussi, l'autre meilleur cours du bac, c'est lui d'architecture logicielle. Lui, c'est lui que j'ai encore plus préféré. Parce que, bon, qualité métrique était aussi sur Clean Code, puis j'avais déjà lu avant le cours. Mais c'est bon. Fait que, le Tell Don't Ask, ben, l'analogie qui est le fun, c'est que, tu sais, mettons que tu as une lumière, tu sais, une lampe qui est branchée dans le mur. Mais, tu sais, quand tu branches la lampe dans le mur, là, tu fais quelque chose comme lamp.plug into wall, wall.receive lamp, là, un des deux. Puis, tu fais pas comme wall.fil.électron, .électricité, arrange-moi ça de cette façon-là avec lamp.truc, tu sais. Faut pas défaire les objets, faut pas sortir la logique des objets parce que sinon tu joues pas au bon niveau d'abstraction. Puis si tu le fais une fois, ce code-là pour défaire la logique, tu vas le faire aussi ailleurs à la prochaine endroit que tu utilises cette logique-là. Fait que ce que mieux à faire, c'est ton objet, tu lui dis do something avec quelque chose, puis lui-même, il gère cette logique-là une seule fois, comme il faut. Puis... C'est lui qui est propriétaire de ces données aussi. Là. C'est ça les concepts d'orienté-objet, c'est que chaque objet est propriétaire de ses données. Fait que t'es pas censé d'ouvrir les données d'un objet. C'est ça, vraiment pas. Mais pourtant, c'est... Calcule-toi la moyenne. Si c'est quelque chose... Un objet, c'est pas genre, donne-moi tes valeurs, je vais la calculer. Non, retourne-moi la moyenne. Tell, don't ask. C'est ça, ouais. Fait que... Mais... Malgré tout ça, tu sais, même quand j'avais lu Clean Code puis tout ça, puis j'ai vraiment approfondi ce concept-là dans le cours d'architecture logicielle, puis suite à l'avoir vu en QA, puis j'étais comme, ouais, ok, ça c'est peut-être
la chose la plus importante là, Mais qui est des fois difficile à appliquer. Là. Ouais, c'est ça. Puis dans les équipes, je l'ai vu partout. Là. Tout le monde faisait cette erreur-là. C'est ça, c'est beaucoup Moi-même, plus je l'ai facile. fait au début. Ouais, c'est ça, puis, c'est normal. c'est normal. C'est pas quelque chose de obvious là, au début. C'est juste, dans tout ça, moi, le gros take-home que j'ai pris de ce cours-là, c'est tu peux le faire. Faut juste que tu saches que tu as fait ça. Puis si c'est quoi les conséquences de le faire. Ouais. Parce qu'il y a des fois que ça va être plus simple de le faire ou que ça ne vaudra pas avoir la peine de mettre en place une grosse affaire de mongol. Des fois, ça dépend du contexte aussi. C'est de la recherche, c'est du code que tu Exactement. mets Des fois, après. je sais que je viens de l'ouvrir, puis là, des fois, plutôt, j'arrive plus tard, puis là, je vais changer un module, je suis comme j'ai fait ça, puis là, ça vient tout casser. Ouais, des fois, ça me rend compte après. Puis je suis comme, j'aurais dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça de même, je m'haïs présentement, parce que là, je suis obligé de tout refaire mon cas, c'est-à-dire que je suis obligé de prendre une heure. Quand on est notre pire ennemi, là. Le pire ennemi, c'est moi-même. C'est juste moi-même, voilà un an, voilà un mois, voilà une journée. Puis il y a des fois aussi, c'est que j'essaie de le changer, de le mettre plus clean, puis je suis comme, ça marche pas, non, si je fais ça, ça sera pas cool, ça marchera pas. Puis là, je suis comme, ok, j'abandonne, je le laisse faire. Puis là, j'en reviens une semaine, 2 semaines plus tard, je fais d'autres choses, correct, c'est pas plus grave que ça, mon code marche pareil. Puis là, à un moment donné, ça fait juste, ok, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Parce que j'ai changé une autre pièce, puis là, ça, toute la cascade est faite de la logique, comment j'ai besoin d'utiliser. Puis là, je le change, puis après ça, je suis comme, hey, tout est beau. Mais tu sais, des fois, c'est que t'as pas le choix de le faire là. Fait que tu fais des choses moins cool, là. Mais je suis tout à fait d'accord que Clean Code, c'était vraiment un excellent livre. Ouais, ça a changé beaucoup d'affaires. Hey, genre, mon stage chez Coveo en 2014, j'étais arrivé là, je connaissais pas Python ni Java. J'ai appris les deux sur le tas. Puis j'avais pas lu Clean Code à ce moment-là. Mais mon superviseur, Guillaume Simard, me l'a recommandé, ce livre-là. Rendu là, puis j'ai lu après, là, puis j'ai fait « Oh my God, j'aurais tellement dû lire ça avant ce stage-là. » Mais ça a été très formateur comme stage. Ça prend une maturité, je pense, pour bien saisir. Faut avoir codé un peu aussi, puis avoir fait ses erreurs, là, je pense. Exactement, puis surtout, tu sais, comme pour saisir, c'est quoi, des fois, le niveau à atteindre. Des fois, tu as besoin d'un outil dit, puis qu'est-ce qu'il dit. C'est de savoir la gradation à aller chercher. Puis là, comme l'aspect professionnel que tu vas chercher, de dire c'est quoi les petites pièces que j'ai besoin, puis que je sais que mon texte, ça vaut la peine. Plutôt qu'aller faire la grosse abstraction super complexe. Parce que, tu sais, mettons quelque chose comme un framework, ben là, c'est tellement important parce que ça va être réutilisé. Exact. Tandis que, mettons, un projet qui va être utilisé une fois pour un prototype ou une démo ou quelque chose de. C'est pas tant la peine de mettre. C'est ça, ouais. Ça dépend, là. Ça dépend vraiment. De patterns de conception et compagnie, là. Ouais. Puis, dernière question. T'es-tu un fan de podcast? Ouais. Es-tu un podcast que tu recommanderais? C'est pas obligé d'être nécessairement AI, là, ça peut être dans n'importe quoi d'autre. Ok. Il y a. Je sais plus si c'est un podcast ou c'est plus des vidéos sur YouTube, mais Brandon Burchard, il y a quand même du bon stuff. Là. C'est un auteur de motivation qui, j'ai commencé à l'écouter, là, ça fait pas mal de temps, là, depuis peut-être 7 ans déjà, 5 ans. Il y a des vidéos là, sur plein d'affaires, là, sur la performance, la productivité, comment ajouter de la valeur dans certains contextes, des trucs du genre. Puis il y a du contenu là, qui est quand même ahurissant. Là. Fait que j'ai plus vu son vieux. Ouais, j'ai plus vu son vieux contenu. Récemment, j'ai commandé son livre là, High Performance Habits, que je vais m'apprêter à lire bientôt. Je pense que j'ai déjà vu ce livre-là. Ça me dit quoi, ça me dit quoi, me semble le titre. Ça me semble que j'ai vu passer ça. Moi aussi, je l'ai parlé de ce genre d'affaires-là. Sûrement, il fait beaucoup d'ads. Là. Fait que... Ouais, sûrement des ads, c'est ça, parce que dernièrement, j'ai pris Deep Work de Cal Newport, je pense, c'est ça, ouais, qui est finalement dans un univers où on est hyper sollicité par plein de trucs, là, genre téléphone qui sonne, c'est ça. Comment développer des triggers pour rendre ton cerveau dans les zones de performance. De flow, genre. Mais juste à certains moments, genre. C'est comme un exemple, lui, qui donne, il dit, moi, si mes enfants à 7h, whatever, mettons, 7h30 sont couchés, je m'en vais dans mon bureau, j'écris pendant 45 minutes exactement, puis j'arrête. Puis je dépasse pas 45 minutes, parce que je dépasse 45 minutes, j'hypothèque ma journée du lendemain. Puis je vais casser mon trigger. Fait qu'il dit, c'est vraiment, j'ai développé une zone que quand il se passe telle chose, l'effet secondaire de ça, c'est que j'ai développé mon cerveau à rentrer dans une mode de créativité. Je me profite de ces 45 minutes-là, mais à chaque fois que ça se passe, il faut que je le fasse. Sinon, je casse mon habitude. Les habitudes puis les routines sont tellement importantes là-dedans pour maintenir quelque chose. C'est ça, mettons, j'ai commencé à faire, moi, j'ai des trucs pour couper le son. Parce que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des écouteurs qui coupent le son tout de suite. Fait que j'ai des écouteurs avec des trucs de chasse. Pour le mettre parce que je suis trop pauvre. Puis, il y a un type de musique que je pars quand je vais atteindre telle zone, puis telle zone. Puis quand la musique, j'utilise juste cette musique-là pour ça. Ouais, ok. Genre... il y a des musiques, moi, des fois, une soundtrack, là. Inception. La musique d'Inception, c'est ma musique quand je veux faire telle partie. Puis sinon, l'autre, c'est Interstellar, c'est quand je veux coder.
Ah, ok, C'est ouais. comme une gradation, fait que souvent j'atteins un momentum, puis là j'essaie d'utiliser ce momentum-là Ouais, pour ouais, écrire. ouais. Des fois, C'est ça peut vraiment m'arriver de mettre deep, une là. tune sur repeat, là, plusieurs journées de C'est suite, ça. là. Moi aussi. Ouais, ouais. C'est un peu fucked up, Ok, mais oui. je pensais pas qu'il y avait du monde comme moi. Non, je fais ça solide. Je suis content de Des l'apprendre. fois, je peux écouter au moins 50 fois Ouais. dans une journée la même tune. Puis des Mhm. fois, je me dis même, je sais pas pourquoi, mais j'aime cette tune-là. Ouais, Genre, il y a une ouais, tune de des affaires, Loud là, des avec fois. Cœur le Pirate que je sais pas pourquoi, mais elle me rend dans une zone qui me calme puis que j'écris bien. Puis là, présentement, je suis pas mal en écriture, fait que je prends cette tune-là, je la fais jouer en repeat, puis je fais juste écrire mon texte que j'ai besoin. Puis là, mettons, je le fais pendant une demi-heure, 45 minutes. Quand je commence à décrocher, j'arrête de jouer à la tune, j'écoute juste pour ça. Ouais, C'est un peu triste, par contre, j'utilise la musique juste pour des objectifs personnels, là, et non pour apprécier la musique tout le temps. ouais, ça dépend. Ben, de mon côté, j'ai plusieurs playlists là, pour différentes occasions. Là. C'est ça. Puis, ouais, moi, c'est le Musique de Deadmau5, film, là, musique souvent, de jeu, là, pour vrai, moi, pour travailler. c'est parfait pour travailler parce que c'est une musique qui est faite pour te concentrer sur quelque chose, pour garder ton Mhm. attention. Fait que moi, pourquoi je me casserais la tête? C'est ça mon objectif. Je trouve ça bon. Puis j'ai de la musique pour plus m'endormir. Mettons, j'écoute pas mal Alexandre Strelitzky pour genre, qui est du piano néoclassique, genre que je joue à la tête, Ok. juste comme être smooth. Puis ouais, j'étais en train de développer ma Mhm. stratégie pour être Ouais, un major CEO, genre qui va tout contrôler. Là. C'est pas vrai, Le gros plan. le gros plan, là. Ah ben merci beaucoup, Guillaume, d'être venu. Merci à C'est toi. vraiment le fun de parler de Neuraxel. Fait que on va continuer à suivre qu'est-ce que tu fais. Puis d'ailleurs, on va partager, sûrement tu as écrit un article dernièrement sur Dotlayer. Ah, Je vais ouais. partager là, justement qu'est-ce que tu as dit. Puis je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient. Fait qu'on va pouvoir faire la suite de celle-là. Cool. Puis etc. Puis on va suivre les restes des choses que tu fais. Bon, Merci. ben, merci. Bonne soirée. Merci.